Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire intitulé Quelles pratiques managériales post-confinement. Alors, ce webinaire est co-organisé par les entreprises pour la cité et l'ARACT Île-de-France. Et cela se passe donc dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail. C'est d'ailleurs le dernier jour aujourd'hui de cette semaine. Alors, c'est la deuxième année que nous organisons ce type d'événement en partenariat avec l'ARACT Île-de-France. Alors, je me présente, je suis Sylvie Grasso, je suis la directrice des relations institutionnelles au sein du réseau Les entreprises pour la cité. Alors, juste quelques mots sur notre structure pour nous présenter. Nous sommes un réseau de plus de 30 ans qui accompagnons les entreprises, donc un collectif d'entreprises engagées dans leur démarche de responsabilité sociale et sociétale. Alors, notre réseau se veut influenceur, fédérateur, innovant et surtout porte-parole des entreprises. Nous agissons sur plusieurs champs d'expertise que sont l'éducation, l'égalité des chances, l'inclusion numérique, la diversité, l'emploi, le mécénat et évidemment les investissements citoyens, le management inclusif. Alors, notre expertise nous permet d'apporter des solutions à des enjeux sociétaux, mais surtout au travers donc, de nos formations, de nos missions de conseil et de la mise en réseau interentreprises dans le cadre d'événements comme celui qui nous rassemble ce matin. Alors, ce qui nous rassemble ce matin, c'est quelles pratiques managériales post-confinement. Alors, face à la crise, vous le savez, nous avons tous dû nous adapter, repenser notre façon de travailler, surtout avec le travail à distance, donc, ce qui nous a aussi amené à repenser nos pratiques managériales. Donc, à situation inédite, pratique inédite, et ça a vraiment bouleversé nos habitudes. Et après cette période de confinement, qu'est-ce qu'on peut retenir donc du management ? Qu'est-ce que nous avons fait pendant cette période qui a été parfois spontanée et qui a finalement fonctionné ? Donc, qu'est-ce qui peut être pérennisé ? Qu'est-ce qu'on décide de garder, de continuer à faire ou de, effectivement, ne plus faire ? Nous allons aborder toutes ces questions avec les interventions, donc, notamment de Salima Rairi de l'ARACT Île-de-France, des témoignages des entreprises Rouchon Paris et la Maison pour rebondir portée par Suez, et également avec l'intervention de Christian Aliès, qui nous parlera des outils de l'ARACT pour accompagner les entreprises. Alors, juste quelques éléments pratiques avant de passer la parole aux intervenants. Donc, on vous remercie, vous avez effectivement coupé micro et caméra. Donc, pendant les interventions, il est préférable de couper vos micros et caméras. Il y aura évidemment un temps de questions-réponses à l'issue des interventions, mais bien évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions tout au long du webinaire dans la partie conversée, dans le chat. Voilà. Et les supports, les présentations, les outils et les liens vers les documents importants qui seront abordés ce matin seront envoyés évidemment par mail à l'issue. Voilà pour les éléments pratiques. Et nous essaierons donc de terminer vers 10h15, 10h30 au grand maximum. Voilà, Salima, la parole est à vous. Merci Sylvie. Oui, alors donc je vais commencer effectivement par présenter le réseau ANACT-ARACT, tout simplement. Je suis donc Salima Rairi, je suis chargée de mission à l'ARACT Île-de-France. En ce qui concerne notre réseau, entre guillemets, je vais le présenter très brièvement pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, tout simplement. Le réseau contribue à promouvoir l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie au travail en agissant d'une part sur l'organisation du travail et sur les relations professionnelles, en favorisant l'expression des salariés, notamment lors de la mise en place de projets de transformation et en proposant des démarches, outils, méthodes qui sont issus des retours d'expérience que nous menons avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons.
la RACT Île-de-France, plus spécifiquement, la RACT Île-de-France, justement, elle appartient au réseau ANAC-RACT. C'est l'une des 16 ARACT régionales, en fait, tout simplement. Donc, ARACT Île-de-France, c'est un organisme paritaire et on travaille essentiellement à destination des PME, PMI. Cet organisme est paritaire, hein, puisqu'il est administré par à la fois les organisations professionnelles et les organisations de salariés. Il a été créé en 1995. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire et notre financement provient de fonds publics et de ressources propres. La question effectivement du management. En fait, ce que je vais vous proposer tout simplement, c'est quelques points de repère, si je puis dire, sur les fondamentaux du management, en sachant que finalement, je suis partie du principe que le management, en l'occurrence à distance, c'est avant tout du management, si je puis dire, avec certes des ajustements, des adaptations, mais fondamentalement, les principes fondamentaux, plus exactement, du management sont là, hein, d'une certaine façon. Alors, comme l'a dit Sylvie, cette période est inédite, hein, et que nous traversons tous. Elle a ébranlé nombre de nos certitudes, et notamment celles qui relèvent du travail et du management. Ou du moins, elle ouvre la voie à des questionnements et parfois à l'émergence de pratiques managériales voulues ou subies par l'urgence et le caractère inédit de la situation. Pour les managers comme pour les collaborateurs, le télétravail subit, modifie les habitudes, les modes de fonctionnement et les relations. La question qui guidera nos échanges, justement ce matin, est la suivante. Sur quelle dimension du management agir pour favoriser les pratiques managériales susceptibles d'être consolidées, pérennisées au-delà de la période du confinement qui prend progressivement fin? Il s'agit, au-delà du pilotage et de la gestion, qui sont considérés comme éléments principaux, entre guillemets, des caractéristiques du management, il s'agit de mettre l'accent sur la dimension souvent minorée d'ailleurs, qui est l'organisation, la régulation, l'appui et l'animation du collectif de travail. Alors, à la faveur de la période que l'on vivons actuellement, les attentes à l'égard du management se sont avérées particulièrement indispensables, avec cette idée de la nécessité d'articuler de façon itérative les objectifs, les moyens, dont notamment les moyens évidemment de protection, et les outils pour la réalisation d'un travail de qualité. Et cette articulation, elle tourne sur 5 socles ou 5 composantes, si vous voulez, qui sont importants. C'est la définition de l'activité et la nécessité de donner un sens à cette activité, l'organisation du travail et la régulation de la charge de travail, le maintien et le soutien du collectif de travail, l'information et la nécessité d'apporter un feedback auprès notamment des équipes et aussi d'apporter des signes, si je puis dire, de reconnaissance. Alors, autour de ces 5 composantes, il y a un élément qui est important, c'est bien l'idée de la confiance. Et la confiance, on sait pertinemment que d'une part, entre guillemets, elle ne se décrète pas et elle ne s'improvise pas non plus. Elle se construit. Elle se construit selon des règles bien particulières, notamment sur le thème qui nous concerne. C'est avant tout la construction d'un cadre entre le manager et les collaborateurs, et elle est en fait, comment dire, entre le manager et les collaborateurs, et ce cadre, il est construit sur des éléments très pratico-pratiques. C'est la question des horaires, c'est la question des plages pendant lesquelles on peut être, par exemple, contacté, la question des objectifs, la qualité du travail attendu, les délais, et ainsi de suite. Donc, des éléments très importants que ce cadre-là, ainsi que la qualité des échanges, aussi bien les échanges entre entre le manager et ses collaborateurs, mais aussi entre les collaborateurs eux-mêmes. Et puis, la nécessité de la recherche de solutions en commun. L'objectif, c'est bien ça, c'est aussi l'idée que ce soit une démarche collective en quelque sorte, et non pas seulement pilotée par le manager. La question de soutien collectif. Alors, qu'est-ce que c'est que le soutien ou le maintien du collectif
le collectif de travail, c'est que tout simplement, ces éléments-là, entre guillemets, existent dans la vraie vie, comme on dit, mais ils sont d'une certaine façon à perdurer, mais aussi surtout à reconstruire dans un contexte virtuel. Parce que ces éléments-là, souvent, sont la résultante on va dire, de routines, en fait, hein, qui font que, à un moment donné, tout ceci s'est mis en place sans qu'on fasse très, très, très attention d'une certaine façon, et qu'il faut pouvoir les reconstruire à travers justement la nécessité d'une coopération, elle doit être pensée et elle doit être surtout rendue visible en fait aussi bien auprès du collectif de travail tout simplement. Alors après, je vous ai donné quelques exemples, ce ne sont que quelques exemples qui permettent justement de construire et de souder ce collectif de travail qui peut être l'incitation à un travail en mode de projet, la constitution de binômes, puisque ça permet aussi de tisser, comme on dit, des liens, réserver aussi du temps d'échange, échanger les pratiques, d'avoir un retour sur tout ce qui est retour d'expérimentation d'une certaine façon, avec cette idée que bon voilà, il faut le faire de façon entre guillemets virtuelle, alors que peut-être comme on dit en live, on avait l'habitude de le faire sans trop y penser, sans trop le systématiser en tous les cas. Inciter là aussi de façon virtuelle à ce que chaque membre de l'équipe puisse contribuer à tout ce qui peut se faire en termes de, comme on dit, de lien, d'entraide, de spontanéité. La question, si je reviens sur mon schéma, vous voyez bien que vous aviez la notion d'activité objectif, la notion d'organisation, de régulation, la notion de coopération et de collectif. Et maintenant, je passe à la dimension l'information et le fameux feedback. L'information, on dit souvent que finalement, le manager est un courroie de transmission dans l'entreprise d'une certaine façon. Il contribue à faire passer l'information de façon descendante en quelque sorte. Mais il ne s'agit pas seulement d'être un vecteur un vecteur de communication d'information descendante. Il s'agit aussi de faire en sorte que, j'allais dire, cette information puisse être digérée de façon collective, c'est-à-dire la nécessité de construire aussi une vision partagée au niveau de l'équipe de cette information pour qu'elle puisse être utilisée, si je puis dire, à bon escient dans les actions de tout un chacun, tout simplement. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et inversement, on a l'effet inverse. Oui, l'effet inverse au sens où le manager doit être aussi sensible à ce qui se passe au sein de l'équipe en termes de mode de fonctionnement, en termes d'avis des uns et des autres, pour pouvoir partager cette information-là aussi auprès d'autres services, auprès de ses pairs et auprès évidemment de la direction. Ce qui amène effectivement à ce que, comment dire, qu'il puisse être à l'affût, si je puis dire, être vigilant sur toutes ces informations qui peuvent être intéressantes, entre guillemets, pour la marche de l'entreprise, tout simplement. Ensuite, la question du feedback et de la reconnaissance. Le feedback, ça permet tout simplement au manager de vérifier que ces informations-là, y compris les informations qu'il communique, ont bien été comprises, ou s'il n'y a pas nécessité éventuellement d'apporter des compléments, et ont bien été comprises dans le sens effectivement dans lequel cette information voulait être, entre guillemets, diffusée. Et puis aussi, encore une fois, le feedback au sens où il a la possibilité de voir finalement si cette information est comprise ou pas et comment il peut réajuster le tir. La question des marques de reconnaissance, on le voit dans les études maintenant qui sont faites un peu au fil de l'eau, si je puis dire, par rapport au télétravail. Souvent, finalement, il est mentionné le fait que c'était déjà, souvent ce qu'on dit, c'est que c'était déjà plus ou moins le cas
dans la vie, comme on dit, réelle, et que via le télétravail, ça accentue un peu cette dimension d'invisibilité, c'est-à-dire qu'on peut, comment dire, on peut avoir fait un travail important, intéressant, on peut être par exemple avoir des reconnaissances de la part, par exemple, de clients, mais pas forcément de son manager. Donc là, il y aurait un déficit assez important par rapport, en tout cas, à la question du télétravail. Il s'agirait tout simplement d'essayer de faire en sorte de faire actionner, si je puis dire, ces mécanismes de, de reconnaissance qui existent tout le temps, mais qui doivent aussi continuer à perdurer dans le cadre du télétravail. Ensuite, on a parlé d'organisation, de régulation, cette fois-ci de régulation de la charge de travail, puisqu'on en a, comment dire, on en a parlé. Alors, la régulation de la charge de travail, elle est composée de 3 dimensions, en fait, hein, comme vous pouvez le voir dans le schéma. La charge prescrite, la charge réelle et la charge subjective. Et c'est l'articulation, entre guillemets, de ces 3 composantes qui permettent en quelque sorte de faire en sorte que l'on ait un travail qui est réalisé en préservant la santé, par les temps qui courent, c'est un élément important, et en facilitant justement le maintien ou la reconduite de l'activité en quelque sorte. Et le réseau, enfin l'ANACT en tout cas, propose un modèle qui articule ces trois dimensions. Alors, la charge de travail prescrite, en fait, elle correspond à ce qui est demandé de faire, c'est-à-dire les objectifs, les tâches, les missions confiées, les activités prévues, et aussi en fait les normes et les procédures qui vont souvent avec. La charge de travail réelle, c'est finalement ce qui est réellement réalisé, les objectifs, mais en tenant compte, parce qu'on réalise en termes d'objectifs, mais en tenant compte de toute une série d'ajustements nécessaires, de résolution de dysfonctionnements qui permettent en fait de faire en sorte que le travail se fasse, quoi. Et parmi ces dysfonctionnements, on peut citer les aléas, la panne, parfois la nécessité, on l'a vu aussi pendant ces derniers temps, la nécessité de maîtriser un nouvel outil tout en continuant à travailler, le fait d'être amené à soutenir, justement, à venir en soutien aux collègues, le fait de remplacer quelqu'un en cas d'absence, enfin, tous ces composantes-là, en général, ne figurent pas dans le prescrit et on s'y heurte au niveau du réel. La charge de travail subjective, cette fois-ci, c'est par rapport à ces deux, j'allais dire, contradictions en quelque sorte, c'est ce que l'on ressent réellement en tant qu'individu cette fois-ci, et ce que l'on ressent, ça peut être d'ailleurs positif ou négatif, lorsque l'on fait face justement au travail que l'on a à faire avec éventuellement toutes les difficultés auxquelles on est d'une certaine façon confronté. Et le ressenti, il est aussi perçu par rapport à par rapport à ce que l'on a, par exemple, en termes d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, par rapport à l'activité de reconnaissance qui peut être, par exemple, l'équilibre entre ce que je perçois moi, par exemple, entre la contribution et la rétribution. Donc, c'est des éléments objectifs qui entrent en ligne de compte, mais il y a aussi des éléments subjectifs qui sont liés notamment à la personne, à son expérience, à son vécu, tout simplement, et son expérience professionnelle qui lui permet éventuellement de faire des comparaisons, tout simplement. Un point important dans le contexte dans lequel on est, tout simplement, c'est un rappel d'ailleurs, hein, le droit à la connexion, tout simplement. Le télétravail, on a vu que cette mise en télétravail de façon, j'allais dire, forcée, brutale, subie et à 100%, génère quand même un certain nombre de problèmes, notamment en termes de beaucoup d'excès, en fait, hein. Donc, ça bouleverse entre autres les repères spatio-temporels, puisqu'on n'est plus dans les mêmes situations entre guillemets géographiques d'une certaine façon. Ça rend ténues les frontières entre
temps professionnel et temps personnel. Et là, beaucoup d'articles ont fait l'écho de cette difficulté, entre guillemets. Et ça peut aussi rendre le temps de travail discontinu, c'est-à-dire que bon, finalement, il y a la possibilité d'organiser sa journée un petit peu comme, j'allais dire, comme on l'entend, et qui fait que bien, ça permet d'ajuster en fait de façon individuelle, mais encore faut-il que cet ajustement individuel puisse tenir compte évidemment des contraintes du collectif de travail, tout simplement. Alors, quelques exemples que l'on peut trouver dans le cadre des démarches qui vont dans le sens de droit à la déconnexion, pardon. Réguler l'usage des outils numériques, ça je pense que vous en avez, enfin il y a eu aussi beaucoup de prose là-dessus. Limiter le nombre de personnes en copie de mail, privilégier l'envoi des réponses aux mails pendant les horaires de travail. Prévenir les risques d'hyperconnectivité en s'appuyant, quand ils existent, soit sur une charte, soit sur un accord précisant justement les modalités de cet accord. Et le manager dans tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, tous les principes que nous avons énoncés à destination du collectif de travail, eh bien, finalement, il faudrait les lui appliquer, si je puis dire, et il faudrait qu'il puisse effectivement prendre soin de sa propre situation de travail en disposant lui aussi de moyens et de soutien adéquats. Parmi ces soutiens, on les retrouve aussi, on les a passés en revue au niveau du collectif de travail, d'une certaine façon. On a la clarification, la priorisation de la gouvernance, le partage d'informations, l'accompagnement en cas de difficulté. Vous avez beaucoup d'entreprises pendant cette période qui ont mis à disposition des collaborateurs et d'ailleurs des managers une ligne verte, d'une certaine façon, dans l'objectif de fournir une aide psychologique aux personnes qui se sentiraient en difficulté, tout simplement. Des espaces d'échange aussi entre pairs, et puis l'échange entre pairs, de possibilités de coopérer aussi avec les différentes équipes. C'est aussi un moment propice, visiblement, j'allais dire, d'une certaine réflexivité, c'est-à-dire se poser la question de comment on pourrait faire autrement, aussi bien pour ce qui le concerne lui-même que dans le cadre de son équipe en fait, d'encadrement et de, pourquoi pas, réfléchir sur la question de la qualité de vie au travail. Alors, pour terminer, j'avais posé cette question de la culture managériale à la française. Dans beaucoup d'études internationales, le manager français, entre guillemets, était estampillé comme quelqu'un qui était obsédé par le contrôle. Et dans les logiques de télétravail, les premières expériences de télétravail, finalement, c'était une crainte relativement importante pour lui que de perdre justement ce contrôle via la distance. C'est le premier point. Deuxième point, les pratiques managériales sont plutôt rétives à l'autonomie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une peur de perte, ça revient au même, hein, d'une certaine façon, c'est une perte de contrôle finalement. Par exemple, on dit bien qu'en France, on a la culture, comme on dit, du présentéisme. Et ce présentéisme fait qu'on a le sentiment, d'ailleurs peut-être à tort, je ne sais pas, de maîtriser en fait la situation, alors que le fait qu'on ne voit pas la personne, eh bien, ma foi, quelque part, cette autonomie fait peur. La dernière affirmation, je pense elle devrait être corrigée, me semble-t-il, à la lumière de l'expérience que l'on vit actuellement, c'est-à-dire que les managers français ne sont pas les plus engagés dans l'appropriation des outils et des pratiques numériques. Je pense que ça gagnerait à être révisité parce que la période que l'on a vécue et que l'on vit encore, je pense, a permis de modifier en tout cas cet aspect-là. Si je reprends les principes, ce que je disais, c'est-à-dire les fondamentaux, entre guillemets, des pratiques managériales, on les retrouve, mais avec cette focale, en tout cas en ce qui concerne le réseau ANACT-ARACT, qui est l'analyse de la situation de travail et d'être au plus près du travail pour pouvoir
réaliser les différentes missions, et que cette dimension de proximité du travail, c'est peut-être cette dimension-là qui est, je dirais, qui a été plus ou moins mise en place. Souvent, on nous disait finalement, oui, mais on n'a pas le temps, on a autre chose. Enfin, c'était toujours des préoccupations, entre guillemets, qui passaient après un certain nombre justement de contraintes. Et ça n'était pas vécu comme étant, je dirais, l'essence même du management, comme, je ne sais pas, le pilotage des activités, les tableaux financiers et que sais-je encore. C'était quelque part le parent pauvre, si je puis dire, de la dimension managériale. Le management, donc, par objectif et par projet, devient plus rigoureux lorsque l'on a la préoccupation du travail, donc de la situation de travail au plus près du terrain, de meilleures instances et outils de pilotage pour un suivi optimal de l'activité. Si les outils et les instances sont construits là aussi autour du travail, en quelque sorte, ils ont davantage la chance, entre guillemets, de répondre réellement au bon fonctionnement, entre guillemets, de l'activité. Les relations et un climat de confiance sont nécessaires, on l'a vu. C'est un des éléments, une des composantes qui est parfois, ce qu'on avait dit, un peu négligée et qui apparaît par exemple aujourd'hui particulièrement importante, en fait, compte tenu du contexte que l'on connaît. L'importance de la communication et de la transparence sur le mode de fonctionnement. La transparence sur le forme de fonctionnement, ça s'inscrit, entre guillemets, dans la relation que l'on construit, dans les relations que l'on construit, et s'inscrit aussi dans le climat de confiance qu'on met au point. Et enfin, une meilleure gestion du temps, du suivi de la charge de travail, on l'a vu aussi, c'est complètement, comment dirais-je, attaché, entre guillemets, à la question du management du travail, en fait. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Est-ce que, alors je ne sais pas si, alors Céline Lassor, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Donc, bonjour et merci en tous les Bonjour. cas d'être là. Et Sébastien Rouchon, est-ce que vous êtes là également? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être là en tout cas. Donc, à partir de ce, comment dirais-je, de ce panorama très très bref quant à une esquisse de définition, j'allais dire, du management, ce que nous vous proposons là, c'est effectivement le témoignage de deux entreprises qui pourraient, entre guillemets, illustrer ou infirmer, à voir, d'une certaine façon, de ce qui a été présenté très brièvement. Ce que je vous propose, c'est de commencer par Céline Lassor. D'accord ? Alors, Céline Lassor, vous êtes responsable de la Maison pour rebondir, structure qui appartient, je crois, au groupe Suez. Pouvez-vous nous présenter très brièvement cette structure et la nature de son activité? Oui, avec plaisir. Donc, je suis la responsable de la Maison pour rebondir à Bordeaux. C'est le laboratoire d'innovation sociale du groupe Suez, qui est au service en fait des business units de Suez sur le territoire de Bordeaux Métropole et de la Nouvelle-Aquitaine, et aussi de la collectivité. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir développer l'emploi sur les territoires. Donc, nous avons en fait 5 axes. On fait du conseil et de la formation en interne pour recruter différemment, acculturer aussi le changement de pratique, la féminisation de nos emplois. On fait aussi du recrutement inclusif et des projets emblématiques. Nous avons développé en fait l'intrapreneuriat pour que nos collaborateurs, justement, au regard de la qualité de vie au travail, puissent intraprendre au sein du groupe. Mais nous avons aussi un pôle, et je dirige ce pôle en France, le pôle entrepreneuriat, où nous accompagnons des demandeurs d'emploi à la création de leur activité, sachant que nous, on fait converger l'emploi et l'économie circulaire puisque c'est notre ADN. On a aussi, pour la qualité de vie au travail, une grosse opération de mécénat de compétences et d'engagement solidaire des collaborateurs qui peuvent, sur leur temps de travail, s'engager en local pour des associations et des entreprises qui auraient besoin de leurs compétences ou de leur temps ou de leur énergie. Et la dernière action, on fait des partenariats avec des structures de l'économie sociale et solidaire, et on fait travailler aussi nos propres filiales d'insertion comme Rebond Insertion.
Ok. Et quel a été justement l'impact du confinement sur votre activité? Et est-ce qu'il y a eu des décisions que vous avez été amené à prendre compte tenu de situations plus ou moins inédites, on va dire? Oui, alors effectivement, il y a eu un arrêt total du présentiel, hein, et que ça a été une mise au télétravail forcé, même si 10% de mes collaborateurs pratiquaient quand même ce télétravail. On a dû utiliser du digital. On était quand même, nous, vraiment sur des relations de proximité, On se déplaçait à tous les rendez-vous, on privilégiait le face-à-face. Et là, il a fallu effectivement faire la même chose, pérenniser nos services essentiels, mais tout en digital. Et nous, on avait une collaboratrice, les collaborateurs qui étaient sur de l'accueil, eh bien, ont été mis en chômage partiel. D'accord. Sébastien Rouchon, je reviendrai vers vous tout à l'heure, Céline. Donc, ma question je m'adresse à Sébastien Rouchon. Vous êtes donc président de Rouchon Paris. Et pouvez-vous vous présenter très brièvement votre société et la nature de son activité? Oui, bien sûr, bonjour. Rouchon Paris, c'est une entreprise familiale qui a été fondée par mon grand-père et qui vient de fêter ses 60 ans. On est à peu près 35 collaborateurs permanents et avec une trentaine d'intermittents du spectacle. Nous, on est une maison de production de contenu photo et vidéo, donc on fait principalement de la prestation technique avec plus de 3500 mètres carrés de studio à Paris et à Saint-Denis. On fait aussi de la production, de la post-production et on a des activités dans l'événementiel et la restauration. Et on évolue principalement dans les secteurs de la mode et du luxe, des cosmétiques, de la joaillerie, qui représentent le gros de notre clientèle. Et quel a été l'impact justement du confinement sur votre activité et quelles sont les décisions auxquelles vous avez été amené à prendre? Alors nous, on a commencé à sentir un impact avant le confinement puisque déjà une semaine, 10 jours avant le confinement, l'activité s'est très fortement contractée et à partir du 16 mars, on a perdu 96% de notre activité. Même jusqu'à fin mai, l'activité était quasi nulle, à part pour notre activité de restauration qui a réussi à maintenir, voire à développer son activité en livraison de repas. Du coup, pour nous, ça a été assez simple, hein. On a mis quasiment tout le monde au chômage partiel au démarrage. Et ensuite, il a fallu remettre un petit peu au travail en télétravail et un petit peu en présentiel en fonction des sujets, puisqu'on a 3500 mètres carrés de locaux qui devaient rester prêts, en bon état, propres pour la reprise. Donc, voilà, la difficulté, ça a été d'être de faire reprendre l'activité de façon très ponctuelle à des salariés qui ont passé le plus clair de leur temps à la maison, confinés au chômage partiel. Lors de notre entretien, vous m'aviez, entre guillemets, euh, parlé un peu de votre démarche à destination du personnel et parfois à destination de personnes de façon individuelle, en quelque sorte. Et quel a été un peu quels ont été un peu le sentiment que vous avez à ce moment-là et comment vous vous y êtes pris, en fait? Ce qui était compliqué, c'est que d'un côté, alors non seulement il fallait respecter le chômage partiel euh, et du coup ne pas déranger nos salariés qui n'étaient pas censés travailler, et pour autant, il ne fallait pas les abandonner complètement. Donc, il fallait garder un lien avec des salariés qui n'avaient plus aucune activité ou alors une activité très ponctuelle. Et donc, après, ça a évolué effectivement au fil des semaines durant le confinement. Et je pense qu'assez rapidement, j'ai proposé des Zooms à l'ensemble de mes collaborateurs, qu'ils soient permanents ou intermittents, pour communiquer sur la situation, sur les actions que je menais
qu'on était en train de mener pour préserver les emplois et l'entreprise, puisque notre trésorerie a commencé à fondre assez rapidement et en attendant d'avoir le fameux prêt garanti par l'État, on avait tous des inquiétudes légitimes sur la pérennité de l'entreprise. Donc le premier sujet, c'était effectivement de maintenir le lien et de pouvoir être là aussi en soutien de ceux qui pouvaient mal vivre le confinement et la situation. Et ensuite, c'était de maintenir l'implication et l'engagement en vue de la reprise de l'activité, même sans savoir effectivement quand elle allait arriver. Donc, le Zoom, c'est bien, mais effectivement, tout le monde ne peut pas forcément se connecter comme il faut. Donc, je n'ai pas pu avoir 100% de mes collaborateurs en ligne. Après, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Klaxoon et qui permettait de créer des réunions un peu interactives, de faire des sondages, de faire participer, un peu comme si on était tous dans une même salle, à mettre des post-it pour trouver des idées, pour garder un peu d'activité intellectuelle tournée vers notre métier, vers les besoins de nos clients et l'évolution de l'activité en préparation de la reprise. Ok, merci. Céline, vous aviez là aussi, sur cette période-là, qu'est-ce que vous avez appris de cette période, à la fois sur votre activité, sur votre équipe, mais aussi sur vous-même d'un point de vue managérial? Ça a vraiment en fait mis en avant notre raison d'être et notre ADN qui font partie des services essentiels. Nous, ça a mis en exergue tout ce que l'on pratique en termes de solidarité, ce qui fait que on s'est servi de cette intelligence collective, cette solidarité pour s'adapter, être totalement résilient. Et ça, c'est vraiment le mot que nous, on va garder de cette période. Et c'est aussi la possibilité de pouvoir en fait travailler différemment, même quand c'est imposé. Vous l'avez dit, c'est une situation en fait complètement inédite. Donc, ça veut dire qu'on est aussi en capacité de s'adapter au changement. Ça nous a montré aussi la nécessité du digital. Nous, solidarité basée très sur l'humain, à une échelle locale, puisque du coup, on est sur des initiatives d'économie circulaire. C'est de pouvoir aussi réfléchir à des choses à distance. C'est aussi de pouvoir dire qu'on a des populations qui sont isolées, qui ont des freins à la mobilité, et de pouvoir aussi construire des solutions pour ces personnes. Moi, ce que ça m'a appris quand même, c'est que le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde, parce que même si dans mon équipe il y a une bonne capacité au changement, eh bien, pour certains, ça a été dur. Du coup, ne plus avoir ces interactions sociales, ça a créé un peu de l'isolement qu'il a fallu compenser. Qu'effectivement, si le télétravail, c'est pas bien encadré et organisé, ça peut générer de la souffrance sur certains collaborateurs. Ça a montré aussi que pour certaines personnes, vous avez parlé de reconnaissance, eh bien, pour eux, en télétravail, il a fallu en faire plus, montrer absolument donc de l'infobésité, de la sursollicitation, de l'envoi de tout un tas en fait de choses à faire pour montrer en fait qu'ils travaillent, alors que moi je savais très bien qu'ils travaillaient, et ce qui a pu augmenter leur charge de travail. Donc c'est pareil, c'est de pouvoir faire des feedbacks et pour en fait réguler cette charge de travail. Et ce que ça m'a montré sur moi, c'est que j'ai pas cette peur du changement, une faculté en fait d'adaptation. Et moi, ça m'a aussi permis de voir que j'étais tout le temps en présentiel pour mon équipe. J'étais là, je suis là avant, je pars après. Et je pense que du coup, j'ai pas besoin de ça. Ça veut dire que je vais m'autoriser, et c'est ce que je fais actuellement, des jours en télétravail pour aussi travailler sur des réflexions stratégiques. Parce que très souvent, moi, à la fin de la journée, eh bien, j'avais fait énormément de choses, mais pas mon travail essentiel de manager ou stratégique. Donc, ma propre charge de travail et mon propre équilibre pouvaient en être bouleversés. Donc, c'est de pouvoir aussi s'échapper
de cette équipe pour pouvoir en fait s'isoler en tant que manager pour prendre des réflexions, pour prendre des décisions, se détacher et pour pouvoir mieux avancer. Merci. Vous avez parlé de résilience. Vous pouvez comment ça se traduit entre guillemets concrètement en termes managérial au niveau notamment au niveau de votre équipe? C'est comme vous l'avez dit, c'est vraiment le climat de confiance, le fait qu'on va se faire comme un petit groupe d'échange de pratiques de parole, c'est de pouvoir effectivement gommer tous les effets en fait négatifs et cette peur que la situation en fait engendre et se concentrer justement sur les projets et de pouvoir mettre beaucoup de positif en disant que peu importe en fait ce qu'il arrive, quelles sont nos missions premières. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a mis aussi en place, nous, on a eu chez Suez, on faisait partie des structures qui ont continué à travailler pour les services essentiels parce qu'on a continué à distribuer l'eau et à gérer en fait les déchets. On a été beaucoup solidaires avec nos collègues qui étaient sur le terrain, où on a mis en place une plateforme d'engagement solidaire de personnes en télétravail pour pouvoir aider, par exemple, les enfants des collaborateurs pour faire les devoirs, de l'assistance. Et ça nous a permis, en fait, de ce qu'on ne pouvait pas faire avec nos bénéficiaires actuels, demandeurs d'emploi ou avec nos associations. On l'a fait, en fait, avec nos collaborateurs et on s'est aperçu aussi qu'on faisait beaucoup à l'externe et pas assez à l'interne. Et cette notion de résilience, c'est de pouvoir tirer des leçons et toutes les choses qui peuvent être en fait difficiles, d'essayer en fait de les transformer en énergie pour pouvoir avancer et jamais oublier en fait notre raison d'être et notre ADN. Ok, merci. Sébastien, maintenant, est-ce que comment dire, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez pensé, enfin ce que vous avez appris de cette période sur votre activité, sur le mode de fonctionnement de votre équipe et puis aussi sur vous-même? Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas appris grand-chose sur mon activité parce que je savais que c'était une activité très sensible à toutes les conjonctures et à toutes les crises. Donc, le fait qu'on soit à l'arrêt total de l'activité, ça m'a pas surpris du tout. Non, j'ai eu des confirmations, même si je savais que j'avais une équipe qui avait une forte adhésion à notre projet. Ça fait toujours plaisir d'en avoir la confirmation dans ce type de situation. Cette capacité d'adaptation, et on peut parler de résilience aussi, parce que alors nous, c'est vrai que la période du confinement, ça a été une pause difficile qu'il a fallu gérer, mais le gros challenge pour nous, c'est plus la sortie, c'est plus le déconfinement et la reprise d'activité que la gestion de l'inactivité qu'il a fallu euh, comment dire, gérer pour être en bonne position pour le redémarrage. Puisque nous, on avait quasiment zéro chiffre d'affaires. Ce que j'ai appris, c'est que notamment des blocages ou des sujets qui paraissaient très complexes à traiter en temps normal se sont avérés finalement en période de crise très faciles à régler. Et je pense notamment à l'adaptation comment dire, des horaires de travail et de l'organisation du travail à une activité qui change d'un jour à l'autre, avec très peu de visibilité sur les volumes et sur les plannings. Et donc là, tout le monde s'est trouvé disponible et prêt à faire des choses qui pouvaient sortir un petit peu du cadre normal et à adapter les horaires aux besoins de l'activité, sans quoi on n'aurait pas été capable de redémarrer l'activité comme on l'a fait. Et donc, moi, je suis assez fier de mon équipe et de la façon dont ils ont à la fois géré le confinement et du coup été capables de redémarrer l'activité. En ce qui me concerne, moi, je me rends compte que en fait, ça fait des années que je me prépare
par des formations, par des expérimentations, notamment grâce au Centre des jeunes dirigeants, qui est un mouvement patronal dans lequel j'ai appris énormément et qui m'a permis de, finalement, sans le savoir, préparer l'entreprise à affronter ce type de situation. Et après, moi, je me suis retrouvé un petit peu seul, puisque tout le monde était en chômage partiel, à gérer des problématiques extrêmement opérationnelles. Et donc, ma difficulté aujourd'hui, c'est de lâcher prise, de relâcher ces sujets pour pouvoir les redonner en toute confiance à mes équipes. Ok, merci Sébastien. Je reviens à nouveau vers Céline. Céline, si vous pouvez, mais très brièvement, puisque visiblement on a dépassé un peu notre timing, nous parler un petit peu de ce projet de groupe de travail, enfin de projet de groupe de travail que vous pilotez justement sur la problématique managériale. Oui, alors du coup, il m'a été demandé à la direction de l'innovation sociale de pouvoir réfléchir sur ces pratiques. Donc là, je mène en fait des ateliers de constat partagés avec toutes les N+1 de la direction de l'innovation sociale. Notre objectif, c'est de pouvoir analyser les facteurs relationnels, organisationnels et individuels qui peuvent générer de la souffrance dans cette période, et de pouvoir présenter un plan d'action pour voir effectivement, suite à cette pratique, ce qu'on abandonne, ce qu'on ajuste, en fait, ce que l'on doit faire différemment. L'objectif vraiment là, c'est ne serait-ce le premier, c'est de pouvoir ensemble partager des constats, tirer des leçons, changer ce qui doit être, réfléchir à tous ces modes d'innovation en matière d'organisation de travail, réfléchir à nos vrais besoins. Parce que effectivement, on s'est aperçu que nous, on avait tout un tas de moyens, on a des super locaux, de la place, on fait plein de choses. Puis finalement, en fait, en télétravail, on s'est aperçu qu'on a pu maintenir véritablement des notions d'accompagnement. Donc, ça nous fait réfléchir sur du flexi-travail aussi. Et pour ça, bien entendu, c'est le collectif de collaborateurs qui va décider de savoir ce qui est le bon pour eux et pour nous, pour pouvoir assurer nos services essentiels. Okay. Donc là, c'est en cours et ça va être présenté à la direction mi-juillet. Merci. Merci à tous les deux, en tous les cas. Je vous propose maintenant de passer aux questions. Alors, nous en avons un certain nombre là, qui sont remontés. Est-ce qu'effectivement, les méthodes de management que l'on qualifie d'agiles sont plus à même d'être plus solides, entre guillemets, pour faire face à une situation de crise comme celle-là? Moi, je veux bien essayer de répondre. Ouais. Alors après, je ne sais pas très bien ce qu'on met derrière, ce qu'on met concrètement derrière les méthodes dites agiles. Il y a des choses très diverses. Ce qui est certain, c'est qu'il a fallu beaucoup d'agilité pour faire face à la situation et que cette capacité d'adaptation, il fallait qu'elle soit quand même déjà présente au préalable. Pour moi, et nous, on était en pleine réflexion sur notre culture managériale, et donc on avait déjà entamé un certain nombre d'échanges avec nos managers. Donc évidemment qu'une entreprise qui a un peu plus d'agilité sur ses pratiques, qui sait il y a un vrai sujet concernant les pratiques managériales, sera plus capable de se remettre en question et de réadapter, d'interroger ses pratiques managériales dans ce genre de situation. La question, c'est, compte tenu de cette offre pléthorique en matière d'aide, est-ce qu'elles sont, déjà une première question, est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'on est en mesure de les utiliser à bon escient en fonction des différentes orientations des outils, quoi? Est-ce que vous avez
déjà utilisé quelques-unes de ces méthodes, entre guillemets, et qu'est-ce que vous en pensez si vous avez déjà une expérience de ces pratiques? Sébastien, puisque je vois que vous êtes à l'écran, du coup. Oui, oui, oui. Alors, nous, on a essayé assez rapidement de mettre en place des formations grâce au fonds FNE Formation. Le problème, c'est que les directs n'étaient pas joignables ou répondaient très mal ou très lentement. Donc, le temps qu'on mette ça en place, on était presque déjà déconfinés. Mais effectivement, on a essayé et on a réussi sur la fin du confinement à mettre en place un accompagnement des managers, notamment sur les sujets de management à distance. Mais je ne suis pas sûr de répondre à votre question. D'accord, merci. Céline, est-ce que vous avez des éléments de réponse ou un avis sur Alors, la c'est question, vrai que comme nous on dit? aussi, ouais, alors chez Suez, on avait aussi en fait une ligne en fait comme ça ouverte. Après, pour les collaborateurs, c'est toujours difficile de savoir à quel moment il faut appeler, sur quel type d'information en fait il faut échanger. On pense toujours que c'est souvent relatif à la sphère du travail. Et là, en fait, avec ce télétravail forcé, et on a vu que la sphère privée et pro était trop poreuse. Et je pense que non, on n'est pas forcément dans la culture d'appeler un service en fait quand ça ne va pas bien. Donc c'est pour ça que moi, concernant en fait ma direction, j'ai essayé de pouvoir compenser ça pour avoir en fait une vraie écoute, parce que quand on est tous en réunion où on demande au départ comment ça va, bien c'est toujours des oui ça va. Il y en a à partir du moment où il y a personne qui va commencer à dire bah non ça va pas, bah, les autres vont faire un oui ça va conventionnel, et d'avoir pu en fait réguler en vraiment après les appelant régulièrement en individuel pour demander si ça allait vraiment et qu'ils s'autorisent en fait à me dire ce qui n'allait pas. Et après, la difficulté, c'est aussi de pouvoir, est-ce qu'on doit tout entendre en tant que manager, hein, c'est qu'est-ce qui doit rester vraiment de la sphère très, très privée et de la partie privée qu'on doit connaître pour pouvoir en fait comprendre des freins, des difficultés et des problématiques. Donc, je pense que la ligne téléphonique informelle comme ça peut avoir ses limites et que c'est vraiment à nous, managers, de pouvoir en fait jouer ce rôle, mais en mettant des règles sur ce qui doit être dit et jusqu'où on doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter notre écoute. Ok, merci à tous les deux, Céline et Sébastien. Compte tenu du timing, nous sommes obligés de continuer entre guillemets notre périple dans la matinée. Maintenant, c'est Christian Aliès qui va vous présenter le dispositif Objectif Reprise. Bien, bonjour. Donc, moi, peut-être quelques remarques déjà par rapport à ce que j'ai entendu avant de présenter Objectif Reprise. Hein. Je pense que bon, les questions montrent bien ce que nous, on a même découvert avec l'accompagnement qu'on commence à faire dans le dispositif Reprise, c'est qu'on redécouvre finalement les vertus de ce que sont les objectifs et les activités. Pas forcément les métiers, mais les activités. La distance, contrairement à ce qu'on pouvait croire, elle permet de redécouvrir ce qu'est la dimension de proximité avec ses salariés. Moi, j'ai beaucoup entendu, on a fait pas mal de webinaires, que on était plus en liaison avec les salariés qu'on ne pouvait le faire lorsqu'on était en présentiel. C'est assez paradoxal, mais on voit bien dans nos pratiques, c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, on vous donnera le lien également, je pense, avec le kit télétravail. Et dans le kit télétravail, il y a une grande enquête nationale avec 1894 réponses pour l'Île-de-France. On en sortait 3 règles qui s'appliquent très bien, je pense, aussi au management. C'est que à partir de cette crise, le télétravail ou le management à distance, ça s'apprend. Donc on a tous été en mode apprentissage et on l'est encore, et ça va encore durer un petit bout de temps. 2, ça s'organise. À un moment donné, il faut partager cette organisation avec le management, avec les salariés. Et puis on voit bien que ça s'anime ou ça se réanime parfois.
Voilà. Donc ces 3 règles, vous allez les retrouver justement dans la synthèse qui a été faite de l'enquête et sur le kit télétravail où on voit bien qu'on peut travailler et le management à distance prête bien à ça. On peut soit avoir un management dans un cadre d'urgence, on peut améliorer ses propres pratiques managériales ou après on peut les intégrer, je dirais, dans la stratégie du management global de l'entreprise. Donc ça, c'était pour un petit peu réagir par rapport à ce que j'ai pu entendre. Alors, j'ai entendu aussi qu'il y avait alors moi, je suis pas représentant de l'aide directe, mais je pense que tous les aspects de formation ont beaucoup été traités, en tout cas en région Île-de-France, avec des liens très, très ténus entre la directe et les OPCO. Alors c'est vrai que la directe a été très mobilisée sur des aspects de montage de dispositifs. Par contre, les OPCO étaient très impliqués en lien avec la directe, mais en back-office, sur les réponses que vous prenez. Donc, un conseil que je peux peut-être donner aussi, aux entreprises, c'est plutôt de bien identifier le conseiller emploi, formation qui est dans votre OPCO dont vous dépendez et de voir éventuellement, alors ça peut être l'AFDAS, peut-être sur le secteur de l'événementiel éventuellement, et bien l'identifier parce que lui est au courant de tous les dispositifs qui peuvent vous aider. Moi, c'est une remarque très pratico-pratique. Donc, concernant le dispositif reprise, puisqu'on a peu de temps, c'est un dispositif qui répond à la sortie du confinement, dont l'objectif est de dire est-ce que lorsque vous allez dans un premier temps vous connecter sur un questionnaire en ligne, donc vous avez ici le site anact.fr objectif reprise, vous vous connectez, vous allez arriver tout de suite sur un questionnaire et ce questionnaire va vous donner naissance à un radar qui va vous permettre de vous positionner sur différents axes qui sont celui de la prévention, celui des RH, celui du dialogue social. Et en fonction de cela, vous allez vous cochez une case, est-ce que vous voulez être en contact ou non avec un chargé de mission du réseau ANACT-ARACT et donc de l'ARACT Île-de-France pour l'Île-de-France. Et à partir de là, il y aura une orientation qui pourra se faire soit vers une action qu'on va mener. Alors pour le moment, c'est les forces de frappe du réseau ANACT-ARACT qui sont à la manivelle. Mais à partir du mi-juillet, il y a une formation d'un ensemble de consultants qui va prendre le relais avec nous des réponses et des accompagnements potentiels que vous pourrez avoir, parce que bien sûr, il y a la sortie de crise, mais il y a aussi, on le voit bien dans tout ce qui a été dit, avec le prolongement du post-crise. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, cette action, elle a pour objet de conseiller dans un premier temps, d'orienter dans un premier temps, de conseiller dans un deuxième temps, soit sous forme de webinaire, plutôt pour les TPE, pour répondre à la massification, voire des accompagnements ensuite individuels et semi-collectifs pour les entreprises de 11 à 250 salariés. Donc, c'est ce qui est détaillé ici sur ce slide. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et n'hésitez pas à relayer aussi auprès de vos, je dirais, de vos relais d'entreprise. On l'a fait encore, nous, cette semaine au Paris Business Club, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est animé par le conseil régional, pour dire, voilà, il y a des ressources. Alors, tous ces dispositifs, Objectif Reprise, sont des accompagnements qui sont gratuits. C'est-à-dire c'est vraiment une possibilité en live. On a une obligation dans le cahier de décharge de réponse sous 4 jours. Donc là, sur les moins de 11, un contact et on va vous orienter sur des offres d'accompagnement collectif. Voilà, c'est ce qui a été privilégié dans cette action. Si vous êtes dans la taille de 11 à 250, et il y en a, j'ai entendu, vous pouvez avoir un accompagnement d'un cabinet conseil ou d'un chargé de mission avec un accompagnement qui peut aller jusqu'à 5 à 8 jours pour faire des zooms peut-être, soit sur le management, soit sur la mise en place d'espaces de discussion. On voit bien qu'il y a une redécouverte dans la crise. Alors, on vous mettra le lien, j'y pense maintenant. Il y a un document qui a été fait aussi au niveau du réseau qui est très synthétique, qui est sur les recommandations qui sont données post-crise, c'est-à-dire la nécessité éventuellement de renforcer le dialogue social, la nécessité pour certains, tout ça, il y a 7 items, dont un par exemple qui est aussi comment prévenir les risques psychosociaux lorsqu'on est en post-crise, qu'il y en a certains des salariés ne vont pas tous venir du jour au lendemain, je dirais, au travail, il y a encore des choses à régler avec eux, voire ensuite
faire des offres de partenaires qui vont vous aider aussi à vous accompagner. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on a une offre aujourd'hui qui a été rodée maintenant depuis 2 semaines. Il faut savoir que ce dispositif a été monté avec l'appel d'offres cabinet conseil, l'appel d'offres du ministère en 1 mois quasiment, et qu'il y a tout un système de suivi qui est organisé de ces accompagnements. Donc, n'hésitez pas, je dirais, à y aller. C'est le moment aussi, je dirais, puisqu'il y avait des questions qui étaient posées sur la façon dont on pouvait être accompagné. Le dispositif reprise, il est à destination des PME de la région Île-de-France. Voilà, pour faire court. Merci Christian. Eh bien, écoutez, ça va être le mot de la fin. Comme vous l'avez compris, hein, tous les supports vous seront envoyés par mail. Voilà, ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez avoir accès au replay. Je remercie l'ARACT Île-de-France et bien évidemment les témoignages de Sébastien et Céline. Merci à tous pour votre participation et puis bonne journée. Et voilà, aujourd'hui est donc la fin de cette semaine de la QVT. Merci. Merci à tous. À tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci.